Bon, salam alaikum. Attention, s'il vous plaît. Bon, je tiens à féliciter tout le monde. Ramadan Karim. J'espère que vous avez bien passé le contrôle la semaine dernière. Ça a été? Pour le cours d'aujourd'hui, on arrive à la fin de la relation du travail, mais cette fin, bien sûr, c'est l'œuvre de l'employé. C'est l'employé qui a cherché à mettre fin en déposant une démission. Aujourd'hui, on va comprendre qu'est-ce que la démission, d'une part, et quels sont les types de démission qui existent. D'accord? Et comment on doit démissionner. Qu'est-ce qu'une démission? La démission est un acte juridique par lequel le salarié manifeste une volonté expresse ou implicite de mettre fin à la relation contractuelle qui le lie à son employeur. Il y a des mots qui sont soulignés en rouge. La démission, c'est quoi? C'est un acte juridique, comment il est, par lequel le salarié manifeste quoi? Ça veut dire la démission est un acte juridique volontaire. On ne doit pas être forcé à démissionner. Si on arrive à prouver que la démission était forcée, on parle de licenciement abusif. Si j'arrive à prouver que j'étais forcé à démissionner, on ne parle plus de démission, on parle d'un licenciement abusif. Alors, express ou, ça veut dire, il y a deux types de démission. Il y a une démission express et il y a une démission implicite. Istiqala sariha wa istiqala dimniya. Soit je le déclare et je dépose une démission écrite. Là, je m'exprime. Dans ce cas-là, la démission est express. D'accord? Par contre, la démission est implicite lorsque le salarié adopte un comportement à travers lequel il invite l'employeur à comprendre qu'il est démissionnaire, et je vais vous expliquer comment. D'accord? Alors, la première des choses, il faut comprendre que la démission est un acte juridique, volontaire. On ne doit pas être forcé à démissionner. Ça d'une part. D'autre part, il y a deux types de démission. Il y a une démission express et il y a une démission tacite ou implicite. C'est clair? Très bien. Est-ce qu'une forme donnée, est-ce qu'il y a une forme, est-ce qu'il y a une démission type? Ça n'existe pas. Il n'y a pas une forme donnée exigée par le législateur. Du point de vue légal, la démission n'est réglementée de sorte qu'aucune condition de forme n'est exigée. Il n'y a pas une condition de forme. Il n'y a pas de condition de forme pour que la démission soit acceptée. D'accord? On peut faire une démission. L'essentiel, la démission doit être écrite et légalisée. En raison de sa gravité et devant le vide juridique
qui l'entoure, la jurisprudence a été et toujours très prudente dans l'instruction de la démission. Écoutez, je vous invite d'aller lire le Code du travail. Vous n'allez pas trouver un article qui traite de la démission. Pas d'article qui traite de la démission. En raison de... Elle est grave la démission. Il y a plusieurs cas de figure, on ne peut pas tout cerner. Qui se charge de réglementer la démission? La jurisprudence, l'ijtihad al-qada'i. Tout ce qui traite, tout ce qui tourne autour de la démission, c'est de la jurisprudence. Il n'y a pas d'article de droit, il n'y a pas d'article de code, ça n'existe pas. Il n'y a que la jurisprudence. L'ijtihad al-qada'i. C'est quoi la jurisprudence? C'est un effort intellectuel fourni par les magistrats afin de compléter ou d'interpréter la loi. Concernant la démission, cet effort intellectuel fourni par les magistrats, il est là pour faire quoi? Pour compléter. Il y a un code, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une partie qui traite de la démission. On ne la trouve pas. D'accord? La jurisprudence va fournir, les magistrats, ils vont fournir un effort intellectuel pour compléter le code du travail. D'accord? Il y a une phrase, regardez ici. La jurisprudence a été et est toujours quoi? Prudente dans l'instruction de la démission. Pourquoi elle est prudente? Pourquoi elle est prudente? La réponse est simple. Vous savez, quand un magistrat fournit un effort intellectuel pour traiter une situation X, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va prononcer va constituer une source de droit. C'est-à-dire, il doit tourner la langue 7 fois avant de prononcer, avant de dire quoi que ce soit. Ce qu'il va dire va constituer une source complémentaire du droit. C'est pour cela qu'il faut vraiment être prudent à prononcer quoi que ce soit concernant n'importe quel sujet. D'accord? Alors, on se met d'accord. Premièrement, la démission est un acte juridique volontaire. Elle peut être expresse comme il peut être tacite, implicite. D'accord? Il n'y a pas d'article de droit du Code du travail qui traite de la démission. Il n'y a que de la jurisprudence. C'est-à-dire, il n'y a qu'un effort intellectuel ou des efforts intellectuels fournis par les magistrats afin de compléter et de colmater cette brèche dont souffre le Code du travail. Ça marche. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Hein? Monsieur. Il arrive que l'employeur exige du salarié de légaliser sa signature en cas de démission. Oui, pour démissionner, il faut que l'acte soit légalisé. D'accord? C'est-à-dire que la démission doit être écrite. C'est la démission express. Vous n'avez pas à me dire, moi je suis démissionnaire.
Je l'ai dit, moi je démissionne de cette école. Non. Je l'ai dit expressément, oui. Mais expressément concernant la démission. Ça veut dire que la démission doit être écrite. Et légalisée. Ça c'est important. Très important ce qu'on va voir. L'arrêt 253 du 4 mai 1992. Malheureusement, l'arrêt, il date de... Peut-être la date de naissance de l'un de vous, hein. 92. La Cour suprême, considère que la signature légalisée n'engage pas le salarié analphabète quant au contenu du document signé. Ça, c'est important. Quand on a un salarié analphabète, j'avais affaire à un responsable des ressources humaines un jour et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des salariés analphabètes au sein de cette entreprise? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que ça vous arrive d'accepter une démission déposée par cette catégorie de salariés? Il m'a dit oui. Je lui ai proposé à ce que je lui raconte une histoire. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous raconter une histoire? Il m'a dit oui, bien sûr, vas-y. Il était une fois un jeune homme fou amoureux d'une jeune fille. Le jeune homme est analphabète et ne sait ni lire ni écrire. La jeune fille, elle est instruite. Lui, il voulait lui transmettre ses sentiments. La seule solution, c'était de lui donner un écrit. C'est ce qu'il a fait. Elle sait très bien qu'il est analphabète. Il lui donne une enveloppe. Dedans, il y avait une lettre. Il a trouvé une lettre écrite en français, pas n'importe quel français, un français de Molière. Un français bien châtié. S'il vous plaît. Et j'ai dit à ce responsable, normalement, la fille qui sait très bien que le monsieur, il est analphabète. Que devrait être la première question? Hein? Qui lui a écrit? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bien sûr, qu'il lui a écrit la lettre. Qui lui a écrit la démission? C'est lui. C'est le chef d'entreprise qui lui a écrit la démission parce que lui, il sait ni lire ni écrire. Est-ce que c'est logique d'accepter un acte écrit de la part de quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire? Mais c'est insensé. Mais il y a un article en droit. Parmi les rôles de l'inspecteur de travail, mais c'est lui qui assiste le salarié analphabète pour le calcul de son solde tout compte. On n'a pas dit comme ça. On n'a pas dit comme ça. On n'a pas imposé ce genre de rôle comme ça. Parce qu'il s'agit d'un salarié analphabète. Il ne sait ni lire ni écrire. Comment osez-vous accepter une démission de la part de quelqu'un qui n'arrive pas ni à lire ni à écrire? Logique ou pas? C'est-à-dire, il faut adopter un comportement spécial vis-à-vis de cette catégorie de salariés. D'accord? Les tribunaux
Alors, vous savez, quand il s'agit d'un salarié analphabète et qui veut démissionner, il ne faut jamais accepter sa démission écrite, sauf s'il est assisté par l'inspecteur du travail. S'il n'y a pas d'inspecteur du travail, on n'accepte pas la démission. C'est la procédure. Parfois, on est assisté par le délégué du personnel. Mais la loi impose la présence de l'inspecteur du travail. C'est son rôle. C'est lui qui fait le calcul de son solde tout compte. Ce n'est pas l'employeur. Parce que lui, il sait lire et écrire. Tout ce qu'on va lui donner, il va se dire on m'a dupé. Logique ou pas? Très bien. Les tribunaux estiment que pour qu'elle soit réellement volontaire, la démission doit être exprimée sans équivoque et de façon libre et éclairée. C'est dans ce sens que le tribunal de première instance de Casablanca a rendu un jugement en 1987 selon lequel une société qui exige une démission avant de solder les comptes d'un salarié ne peut se prévaloir du fait de l'absence de cet acte volontaire de mettre fin au contrat. Alors, si il n'y a pas d'acte d'émission écrit et légalisé, est-ce que, en tant qu'employeur, est-ce que je peux prétendre que mon salarié est démissionné? Je n'ai pas de preuve. Je ne peux procéder au calcul de solde tout compte d'un salarié que si j'ai la preuve qu'il a vraiment démissionné. Ma seule preuve qu'il a démissionné, c'est l'acte écrit et légalisé. C'est bon? La jurisprudence est allée plus loin en considérant une démission donnée sous l'effet de la colère comme étant nulle. C'est le cas du salarié qui est énervé, déclare « Je préfère rester chez moi que de travailler dans ces conditions ». Il est énervé. La démission ne se présume pas. Al-istiqalatu la tuftara. A déclaré le tribunal, celle-ci doit résulter d'une manifestation sérieuse, équivoque de volonté. Je m'exprime. Je m'explique. Chauffe. Je suis énervé. Les conditions de travail, je ne suis plus vraiment satisfait. Je déclare, je ne peux plus travailler dans ces conditions. J'ai plié bagages et j'ai quitté. Mon employeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interprété mes dires. Il a interprété mes dires et mon acte. J'ai dit que je ne peux plus continuer dans cette situation-là. J'ai plié bagages et j'ai quitté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interprété mon acte en disant que, puisque j'ai dit que je ne peux plus continuer dans ces conditions-là, et puisque j'ai quitté, je suis démissionnaire. Autrement dit, si je veux adopter la même expression, le même verbe utilisé par le juge, je vais reformuler ma phrase. Puisque j'ai dit que j'en peux plus, je ne peux plus continuer dans ces conditions-là, et puisque j'ai pris mon cartable et j'ai quitté l'école, on présume que j'ai démissionné. بالعربية
بما انني قلت ما بقيتش حامل راسي في هذه المدرسه وجمعت حوايجي وخرجت من المفروض فيا انني استقلت. Mais avant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la démission, il faut la prouver. Est-ce qu'il y a une preuve que je suis démissionnaire? C'est pour cela qu'on a dit la démission ne se présume pas. Rappelez-vous, je vous ai parlé du verbe présumer et du verbe supposer. Quand on présume, on n'a pas besoin de preuve. Et quand on suppose, on doit prouver. Autrement dit, mon employeur aurait dû dire « Je suppose qu'il est démissionnaire ou qu'il va démissionner. » C'est-à-dire, s'il suppose que je vais démissionner, il va se calmer et attendre qu'est-ce que je vais faire. Je ne vais plus revenir ou je vais déposer une démission. Là, dans les deux cas, il aura une preuve. Tant que je ne me suis pas manifesté, lui non plus ne doit pas interpréter ni mes dires, ni mes actes. Est-ce que c'est clair? Souvent, le salarié qui démissionne par écrit soutient que sa démission a été donnée sous l'effet de la colère. Même dans la religion, vous savez, quand on divorce, le divorce est un acte volontaire, n'est-ce pas? Quand on divorce, c'est un acte volontaire. Mais dans la religion, quelqu'un qui divorce sous l'effet de la colère, le divorce est nul. Là, on parle d'un divorce entre l'employé et l'employeur. Le monsieur il était en colère. On n'a pas à présumer qu'il est démissionnaire. Il faut attendre à ce qu'il se calme. Vous savez, quand on écrit une démission, hein, on se calme, on va à l'arrondissement pour le légaliser. Écoutez, il ne faut pas garder ce temps plusieurs jours, hein, ou plusieurs heures. Quand on écrit une démission à tête reposée, on va à l'arrondissement ou à l'agence urbaine pour la légalisation et j'attends le lendemain pour déposer la démission. Là, vraiment, ça c'est volontaire. Mais sous l'effet de la colère, non. Oui. Là, attends, l'abandon de poste, c'est une histoire. C'est une autre histoire qui entre dans le même cadre. C'est ça la démission tacite. Je vais l'expliquer. Attendez. Alors, ici, toujours le salarié il prétend, Tizan, il dit qu'en quoi, moi, j'ai démissionné sous l'effet de la contrainte, l'ijbar. J'étais contraint à démissionner. Je n'avais pas le choix. D'accord? La Cour suprême, dans un arrêt du 23 février 1987, a estimé que la contrainte suppose, c'est quoi la contrainte ici? Ça c'est hyper important et cela prouve que ce qu'on a vu quand on a étudié le contrat et quand on a étudié les vices du consentement et la violence, on a vu trois violences. Violence physique, violence psychologique et violence pécuniaire. D'accord? Ça va nous servir ici. Écoutez ce que la Cour a estimé. La contrainte, l'ijbar, c'est quoi la contrainte? Suppose. Suppose. C'est pas présume. Il faut le prouver. Quand on suppose, on est dans l'obligation de le prouver. Quand on présume, on ne suppose pas, on ne prouve pas. Je vous donne un exemple, là, rapidement. Si demain,
c'est les examens finaux. Demain. Que Dieu vous préserve. Est-ce que je suppose que vous êtes prêts ou je présume que vous êtes prêts? Là, je présume, demain c'est l'examen. Mais vous êtes censé être prêt. Après c'est l'examen. Qu'est-ce que vous voulez que je suppose? Demain c'est l'examen. C'est l'examen en droit. Je présume que vous êtes prêt. J'ai pas à supposer quand même. C'est insensé. La contrainte suppose des faits matériels de nature à provoquer des souffrances psychologiques, physiques ou psychologiques, ou constitue une menace d'un danger et que ces faits soient la cause de démission. Alors ici, on a parlé de deux contraintes. La violence en droit, c'est une contrainte. La violence comme vice de consentement, c'est la contrainte. Et il y a deux contraintes ici. Il y a une contrainte physique, tout le monde la connaît. Et il y a une contrainte psychologique. Comment on peut contraindre psychologiquement, comment on peut faire souffrir psychologiquement un employé? La réponse est simple. Quand on le met au placard, mettre un employé au placard, c'est la pire des souffrances psychologiques. On ne va pas le mettre au placard enfermé. Non. Attention. Mettre. Non. Il n'aura aucune tâche, il aura un bureau, son PC, son fourniture. Sa présence est équivalente à quoi? À son absence. Il est là, mais il n'est pas là. Et il reçoit un salaire. C'est la pire des insultes. Bon, vous croyez que c'est évident que Dieu vous préserve de cette situation, hein? Alors, s'il vous plaît, quand on a parlé de la violence, on a dit qu'il y a trois types de violence. Physique, psychologique et pécuniaire. Psychologique et morale. Et pécuniaire, est-ce qu'il y a une violence psychologique pécuniaire ici? Écoutez s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de violence pécuniaire. On va voir comment. C'était à propos d'un employeur qui a exigé une démission contre le paiement à son salarié d'une indemnité de licenciement. Le démissionnaire a saisi le tribunal pour démission forcée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'employeur a proposé à son employé une somme d'argent égale à quoi? Égale à ce qu'il aurait pu toucher s'il est licencié. Si je te licencie, tu auras combien? 300 000 dirhams. Je te donne 300 000. Et tu quittes l'entreprise. Le salarié ici, il a touché la somme prévue. Après, il a saisi le tribunal pour prétendant qu'il a été forcé à démissionner. Vous avez compris l'histoire. Écoutez ce que va dire le juge. Le juge estime qu'il n'est pas prouvé qu'une démission est extorquée, arrachée par force. D'accord? Extorquée par la force, par le seul fait que l'employeur ait octroyé au salarié une indemnité de préavis et de licenciement. Mais écoutez, est-ce qu'il lui a donné une somme inférieure à ce qu'il aurait pu toucher?
Non. Il a touché, il a eu un montant important. D'accord? Tu touches les 300 000 dirhams par exemple. Prouvez-moi que vous étiez forcé à toucher les 300 000 dirhams. Est-ce qu'il y a une preuve? Oui. L'argent est considéré comme violence pécuniaire? Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, non. Du tout. Le juge a rejeté la plainte de l'employé. Il n'y a pas de violence pécuniaire en matière de démission. Il y a deux violences, physique et psychologique. Et il faut prouver l'existence de cette violence. Il faut prouver l'existence de cette contrainte. Par ailleurs, la démission forcée peut être provoquée par l'employeur lorsque celui-ci apporte aux conditions de travail des modifications majeures ou essentielles telles que le transfert du lieu de travail d'une ville à une autre ou une affectation nouvelle qui constitue une véritable rétrogradation morale pour l'employé. Si vous vous rappelez, quand on a parlé du contrat à durée indéterminée, on a dit, pour modifier les clauses primitives d'un contrat, il faut quoi? Un document qu'on a appelé l'avenant. Il faut un avenant. L'avenant, c'est le document qui modifie les clauses primitives du contrat et qui doit être signé par les deux parties contractantes. S'il n'est pas signé par les deux parties contractantes ou s'il est signé par une seule partie, il n'y aura pas de changement. D'accord? Et si l'employé ou l'employeur a introduit une clause, par exemple, de la mobilité géographique, c'est-à-dire, la clause n'a jamais existé. L'employeur l'a introduit dans le contrat. La clause, qu'est-ce qu'elle stipule? Les employés de l'entreprise peuvent se déplacer dans d'autres villes où se trouvent les filiales de l'entreprise, ou les succursales, ou les agences d'entreprise. Est-ce que cela a été prévu par le contrat au début? Non. Si vous démissionnez dans ce cas-là, la démission sera forcée. Si on démissionne suite aux modifications d'une clause du contrat contre le gré de l'employé, et si on démissionne, la démission est forcée. Dans ce cas, le juge peut valablement décider qu'il s'agissait d'un licenciement prononcé de façon détournée. C'est-à-dire, au lieu qu'il vous déclare expressément sa volonté de vous licencier, qu'est-ce qu'il fait? Il vous provoque pour déposer votre démission. Dans un autre arrêt du 24 septembre 90, la Cour suprême a considéré que la mutation d'un salarié d'une ville à une autre sans que le contrat de travail ne le prévoie, ce que je viens de dire, est abusive et engage la responsabilité de l'employeur de sorte que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation n'est pas considéré comme faute grave. Parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la possibilité de changer de ville. Tant que le contrat ne le stipule pas, il n'a pas le droit à m'imposer le changement de la ville. Il arrive aussi que l'employeur soutienne devant le juge que le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail et que de ce fait il a commis une faute grave, ou du moins il a implicitement démissionné. C'est ça l'abandon de poste. L'abandon de poste est égal démission implicite ou démission tacite. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure?
pour dire qu'un employé est démissionnaire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le prouver. N'est-ce pas? Il faut le prouver. Oui. Il faut prouver que le salarié a vraiment abandonné son poste. N'est-ce pas? Très bien. La Cour, dans un arrêt du 9 mars 1987, estime qu'il appartient à l'employeur de prouver que son salarié avait quitté son emploi de son propre gré, étant donné que ce dernier a apporté la preuve de la relation de travail. Mais attendez, il faut avoir cette idée dans la tête. Celui qui évoque, écoutez-moi s'il vous plaît, celui qui évoque la démission, c'est à lui de la prouver. C'est-à-dire, je suis l'employeur. Je prétends que mon employé a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas présenté à son poste. Ça fait combien de jours? 2 jours. 2 jours, et toujours dans les normes. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? 4 jours non justifiés. Il est toujours dans les normes. 3 jours, toujours dans les normes. Ah, j'attends à ce qu'il dépose un certificat médical. Et il ne vient pas le 3e jour. 4e jour, je le licencie. Non! Je ne peux pas le faire parce que j'ignore pourquoi il est absent. Pour me couvrir en tant qu'employeur, hein, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une chose qui veut dire 2 choses. Je dois me comporter d'une façon qui veut dire 2 choses. Je vais lui envoyer une mise en demeure qui veut dire que je te fais confiance. Vous allez regagner votre poste. Je te fais confiance. Je sais que vous allez respecter tes engagements à mon égard. Alors je vous envoie une mise en demeure, où je vous demande de regagner votre... Alors, mon comportement veut dire que je te fais confiance. C'est la première chose. La deuxième chose, je me protège. La mise en demeure, c'est une protection pour l'employeur. C'est une preuve que l'employé a démissionné. Il a abandonné son poste et il a démissionné implicitement. Je lui envoie la première mise en demeure, la deuxième mise en demeure, la troisième mise en demeure, et s'il ne répond pas présent, dans ce cas-là, je lui envoie une lettre de licenciement et j'ai toutes les preuves qu'il a démissionné implicitement. Autrement dit, j'ai toutes les preuves qu'il a abandonné son poste. Est-ce que c'est clair? Oui. Avec acquisition. Oui, avec accusé de réception et accusé d'envoi. Toutefois, la jurisprudence marocaine admet la démission implicite chaque fois que l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son travail par lettre recommandée avec accusé de réception. La question que vous venez de poser. Selon un arrêt de la Cour suprême du 21 septembre 1987, les allégations de l'employeur selon lesquelles c'est le salarié qui a quitté son travail de son propre gré du fait qu'il n'a pas repris son service après la fin de la grève sont infondées. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun sens. Il n'a pas repris son poste après la grève. Ça veut dire qu'il a démissionné ou l'a abandonné. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Tant que l'employeur n'a pas donné la preuve du départ volontaire du salarié ou ne l'a pas mis en demeure de reprendre son travail par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est pour cela que je m'adresse à tous les responsables des ressources humaines.
Il ne faut pas prononcer l'abandon de poste à tort et à travers. Il n'a pas le droit de prétendre que le salarié a abandonné son poste tant qu'il n'a pas de preuve. Quand vous dites que l'employé